Je vous raconte mon histoire, mais ne me jugez pas pour son dénouement, car ma curiosité a pris le dessus. La curiosité, c'est ce qui te donne envie d'écouter mon histoire aujourd'hui. Mais la curiosité est aussi ce qui a gâché ma vie. Je m'appelle Aymen, et je vais vous raconter mon histoire avec la sorcière et le livre Shams al-Ma'arif. Je fais partie d'une famille modeste. Mon père rembourse encore le crédit de l'appartement social qu'il a acheté en périphérie de la ville. Les appartements en banlieue sont moins chers que ce qu'on trouve en centre-ville, et de plus en plus de monde emménage dans notre quartier. Nous avions de bonnes relations avec nos voisins, mais il y en a une en particulier qui nous rendait visite un peu trop souvent à mon goût. Quand elle venait, elle discutait des heures avec mon père, ce que je trouvais bizarre, surtout qu'elle-même me paraissait assez étrange. J'ai donc posé la question à mon père. Qui est cette femme ? Pourquoi elle vient si souvent ? Et de quoi vous discutez pendant des heures ? Je vais te répondre, mon fils, mais il est possible que tu ne comprennes pas. Cette femme n'a pas le voile que nous avons devant les yeux. Elle voit des choses que nous ne voyons pas. Que voit-elle ? Je lui réponds d'un air égaré. Il vaut mieux que tu n'en saches pas plus. Cette femme s'appelle Latifa, qui veut dire bienveillante. Et entre nous, je ne trouve pas que son prénom lui aille si bien. Quelquefois, quand elle vient chez nous, je ne ressens aucune crainte. Mais d'autres fois, quand je croise son regard, mes poils se hérissent de terreur. Ses yeux sont éteints, noirs et cernés, et son regard me glace le sang. J'ai compris plus tard que Khalti Latifa lisait dans le marc de café les lignes de la main. Bref, c'est ce qu'on appelle une voyante. Elle fait le tour des voisins pour se faire de l'argent. Et les gens disaient que ses divinations étaient toujours vraies. Mon père lui demanda un jour des informations sur son travail, car l'entreprise dans laquelle il travaillait connaissait une crise et se séparait de son personnel. Elle lui a répondu qu'il ne ferait pas partie des personnes licenciées, mais qu'il finirait par démissionner pour lancer son propre projet avec son ami. Et c'est ce qui arriva quelque temps plus tard. Le temps passe, et j'ai bientôt 19 ans. Je viens de passer le bac, et c'est le jour des résultats. Ce jour que je n'oublierai jamais. En sortant pour aller au lycée voir les résultats du bac, je croise Khalti Latifa, qui me dit avec un sourire en coin: « Aymen, c'est pas la peine d'aller voir les résultats, tu es recalé. » Je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi dire, mais mes deux copains m'attendent pour aller au lycée. Donc je lui dis: « Désolé Khalti, je dois y aller quand même. »« Tu veux quand même y aller ? Voici ta note en maths, et voilà ta note de français. » Et elle se met à m'énumérer toutes les notes que j'ai eues au bac. Je l'ai très mal pris qu'elle me dise que je sois recalée comme ça en pleine rue. Il ne manquait plus qu'elle me dise en pleine face que je suis bête. Je sais que je ne suis pas le meilleur élève. Je suis même carrément nulle. Mais je suis le seul à avoir le droit de le dire. Je suis quand même allée voir mes notes, car je ne la croyais pas du tout. Quel fut mon choc quand j'ai vu que j'étais bien recalée, mais encore plus quand j'ai vu la liste de mes notes. Ce sont exactement les notes que Khalti Latifa m'avait données. Mais je m'en fous de tout ça pour l'instant. Ce qui m'inquiète, c'est la réaction de mon père. Il va me défoncer, c'est sûr. Je me mets d'accord avec mes amis pour qu'ils m'accompagnent voir mon père à son travail et qu'ils lui confirment avec moi que les notes ne sont pas encore disponibles. Juste le temps que je trouve une solution pour lui annoncer la nouvelle, sans trop de dégâts. Mon père me donnait une liberté totale, à la seule condition que je travaille bien à l'école. Il ne veut pas que je galère comme lui. Il veut que j'ai un bon emploi et que je réussisse dans la vie. Donc mes études sont très importantes pour lui. Nous nous rendons donc à son travail. Et dès que mon père m'a vu, il m'a dit: « Alors, les notes ? Tonton, les notes ne sont pas encore disponibles. » Mes amis ont répondu avant même que je puisse le faire.
Mon père n'est pas bête, mais il aime quand même donner le bénéfice du doute aux gens et leur donner l'occasion de dire la vérité. Donc il n'a pas cherché plus loin. Pendant 2 jours, je n'ai plus cours, alors je tarde à dormir le soir, donc je me réveille aussi très tard. Le 2e jour, ma mère me réveille pour aller lui acheter quelque chose. En regardant l'heure, je panique. J'ai trop dormi et mon père est sûrement déjà revenu du travail. Je me précipite donc chez ma mère pour qu'il ne se rende pas compte que j'ai dormi toute la journée. Et là, je tombe nez à nez avec Khelchi Latefa et son regard me glace le sang encore une fois. Aymen, pourquoi tu n'as rien dit à tes parents ? Mon père, qui n'était pas loin, l'a entendu et lui a demandé « Nous dire quoi ?» Au même moment, j'ai vite changé de sujet. « Maman, tu voulais que j'achète quelque chose ? » « Oui, va me chercher du sucre pour que je puisse préparer le thé à Latifa. » Je suis vite sortie. Comment je vais faire ? Si elle leur donne mes notes, mon père va me tuer. Je réfléchis et je me dis que je ne rentrerai pas. Je vais attendre qu'elle s'en aille avant de retourner chez moi et parier sur le fait qu'elle n'ait rien dit et que mes parents aient oublié. Se faire engueuler pour du sucre, c'est moins grave que ce que je risque avec mes notes. Je finis donc par rentrer chez moi après son départ et je trouve mon père derrière la porte. Il me dit une seule phrase à répétition. « Les notes ! Les notes !» J'ai pris une belle raclée ce soir-là. Il faut savoir qu'en plus, mon père a des mains immenses. Je vous laisse imaginer la douleur. Ma pauvre mère s'est interposée et a pris des coups à ma place. Mais j'en ai quand même profité pour aller vite m'enfermer dans ma chambre. De là, j'entends mon père sortir sur le balcon pour allumer une cigarette et il dit à ma mère « Désolé si je t'ai mis des coups sans faire exprès. Je t'ai déjà dit de ne pas t'interposer entre nous. » Puis il se met à crier « Ce garçon est mal élevé. Nous avons mal fait notre éducation. Le problème, c'est pas ses notes, mais le fait qu'il nous mente. » Le mensonge était le défaut le plus détesté par mon père. Il aurait pu accepter toutes mes mauvaises notes, mais à partir du moment où je lui ai menti, toute discussion était devenue impossible. Mais la réaction de mon père n'est pas ce qui m'a mis en colère. Ce qui a attisé ma haine, c'est Latifa. Je la déteste, du plus profond de mon âme. J'aimerais la tuer et me débarrasser d'elle. 5 jours plus tard, mon père se décide enfin à me parler. « Bon, Aymen, je vois que tu n'as pas la tête aux études, donc tu vas travailler. » J'étais heureux d'entendre ça. « Ne te réjouis pas trop vite, tu vas pas travailler avec moi. Je t'ai trouvé un petit boulot dans lequel tu devras faire tes preuves et me montrer que tu es digne de confiance et responsable. T'inquiète pas, papa, je vais te prouver que je mérite toute ta confiance. » Mais ma haine pour Latifa ne quittait pas ma tête. Il était impossible qu'elle s'en sorte indemne. Cette semaine-là, mon père était en déplacement. C'était donc l'occasion pour moi de commencer ma vengeance. Le soir, j'irai chez Latifa, dans le bâtiment en face du nôtre. Je taperai à sa porte et me cacherai. Mon but était qu'elle soit terrorisée à en devenir malade. Donc le soir même, vers 22h, je suis allée à son étage et j'ai remarqué que la porte de son appartement n'était pas totalement fermée. J'ai donc eu l'idée de claquer la porte très fort, mais je vais être choquée de ce qui va m'arriver. Alors que j'avance vers la porte, dans le calme le plus total, dès que je pose ma main sur la poignée, une main sort de l'appartement et m'attrape. La porte s'ouvre et je vois Latifa. Mais elle est étrange. Son visage est différent. Elle a plein de signes tracés dessus. Elle me regarde en souriant, puis allume la lumière. Derrière elle, je vois 2 personnes, très maigres et de petite taille. Au sol, des dizaines de bougies allumées. Et la maison est totalement vide. Aucun meuble. Juste un endroit où s'asseoir par terre. Latifa me dit
pendant que je suis encore étourdie par ce que je vois. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, Aymen ? Rien, tata, c'est maman qui m'envoie. Tais-toi. T'en as pas marre de mentir ? Me dit-elle en me tirant de force à l'intérieur, alors que je hurle de toutes mes forces. Mais bizarrement, le son de ma voix est très très bas, comme si je criais la tête sous l'eau. Mais le plus effrayant est ce qui va suivre. Pendant que j'essaie de définir ce qui se trouve autour de moi et ce qui se passe dans cette pièce, les gens qui étaient assis ont disparu. Il ne reste que des bougies, formant un cercle autour d'un pentacle, et un livre vieux, poussiéreux et tout abîmé. Je ne vois ce genre de décor que dans les films d'horreur. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu veux pas m'enlever de ta tête ? Elle me dit en serrant mon bras de plus en plus fort, jusqu'à planter ses ongles dedans. Khalchi Latefa, désolée, je veux rien du tout, je vais m'en aller. T'en aller ? Pas du tout. Tu vas me servir de sacrifice. Je sais ce que vous allez me dire. Tout ça est un peu tiré par les cheveux. Mais je vous assure que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Latifa finit par lâcher mon bras et entrer dans une chambre. Quelques secondes plus tard, un homme en sort, torse nu. Mais les traits de son visage ne sont pas très clairs. Il se rapproche de moi, pose sa main sur mon épaule, et d'un coup, je me retrouve dehors, devant le bâtiment de Latifa. Je lève les yeux vers la fenêtre et je vois cette lumière rouge chez elle. Cette même lumière dont on se moquait avec mes amis, en disant que Khalchi Latefa faisait des soirées romantiques, alors qu'en fait, elle était toute seule dans l'appartement. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai un sentiment très étrange. Comment je me suis retrouvée dehors ? J'étais incapable de me rappeler d'où je suis, ni du chemin de ma maison. Je suis restée là sur place pendant près de 15 minutes. Petit à petit, je réalise enfin où je suis et je cours immédiatement vers chez moi pour m'y enfermer dans ma chambre. Si j'avais su ce qui m'attendait, je ne me serais jamais approchée de la maison de Latifa. Bref, j'ai passé la journée suivante enfermée dans ma chambre, jusqu'à l'heure où mon père est rentré du travail. J'avais tellement peur qu'il croise Latifa, qu'il lui raconte ce que j'avais fait. Mais bizarrement, un jour passe, puis 2, puis 3, et aucune nouvelle d'elle. Elle qui passait chez nous quasiment tous les jours, ne serait-ce que pour 5 minutes. Le 5e jour, ma mère dit à mon père: « Ça fait un moment que Latifa n'est pas venue. Si on allait la voir, peut-être qu'elle est malade. » J'avais tellement peur qu'ils y aillent et qu'elle leur rapporte que j'étais venue l'embêter un soir. Bref, mes parents sortent de notre bâtiment pour aller vers celui de chez Latifa. Pendant que je les surveille par la fenêtre, au bout de 5 minutes, je les vois ressortir en courant, le visage tout pâle et effrayé. J'entends mon père appeler la police pour leur signaler une horreur dans l'appartement 12. Je les rejoins en courant pour demander ce qui se passe, mais ils me remballent, encore pris de panique. La police finit par arriver et trouve Latifa au sol, toute bleue. Ils ne savent pas encore ce qui lui est arrivé et demandent si quelqu'un de sa famille peut venir. Ce à quoi mes parents répondent qu'elle vit là depuis des années et que jamais personne n'est venu chez elle. Je crois qu'elle n'a pas de famille, mais on se voyait tous les jours. C'est un peu comme si on était de sa famille, lui dit ma mère. Ce à quoi le policier répond: s'il n'y a aucun membre de sa famille, je préfère que vous vous éloigniez, car c'est pas beau à voir. Pendant ce temps, caché derrière ma mère, je jubilais intérieurement. D'un côté, parce qu'elle ne pourra jamais dire à mes parents que j'étais venue chez elle, et de l'autre, parce que j'avais le sentiment que c'était ma vengeance. Maintenant elle est morte, qu'Allah lui fasse miséricorde. Enfin, si elle le mérite. Pendant que je suis pris dans mes pensées, je sens une main sur mon épaule. Je me retourne et vois un homme, mais un homme à tête de chien. J'ai hurlé tellement fort
que tout le monde autour de moi a sursauté. « Qu'est-ce que t'as à hurler comme ça ?»« Papa, il y a un homme derrière moi. »« Monte à la maison. Monte tout de suite. Tu nous fais toujours remarquer. » Bref, ils ont emporté le corps pour une autopsie et la cause du décès de Latifa est l'étranglement. Ce que je vais vous dire maintenant peut vous sembler ahurissant, mais elle n'est pas morte parce que quelqu'un l'a étranglée, ni même parce qu'elle s'est étranglée toute seule. En ouvrant son œsophage, ils ont trouvé une touffe de cheveux, pleine d'aiguilles. La piste du suicide sera privilégiée et le dossier sera clos. Mes parents vont récupérer le corps pour l'enterrer dignement, car elle n'avait aucune famille. Quant à moi, à partir de ce moment-là, ma vie va totalement changer. Vous n'imaginez même pas ce que je vis depuis la mort de Latifa. Je me lève en plein milieu de la nuit, trempée de sueur et terrorisée. Je vois des ombres partout qui me passent dans le coin de l'œil à toute vitesse. Mais surtout, le soir, quand je suis posée avec mes parents, je vois l'ombre d'un homme, debout devant notre salle de bain, et je me mets à hurler. Au début, mon père m'engueulait pour que j'arrête. Mais en voyant que mon état s'aggravait, il a fait appel à un de ses amis qui pratique la ruqya, l'exorcisme par le Coran. Il finit par lui dire que je n'ai aucun mal occulte, que je dois juste être encore sous le choc de la scène de Latifa. Au bout de 5 mois, dans cet état, je commençais à me dire que j'avais juste des hallucinations. Oui, je vois bien des ombres, et surtout cet homme devant la salle de bain. Mais en soi, il ne m'arrive jamais rien. Ces ombres ne me font aucun mal, et je commence à m'y habituer. Quand je racontais à mes amis ce qui m'arrivait, ils étaient tous très enthousiastes et curieux. Du coup, pour me rendre intéressant, j'en rajoutais toujours un peu. Ils me disaient que j'allais avoir des pouvoirs surhumains, comme ce qu'avait Latifa. Cette idée me rendait tout excitée, et je vais finir par faire quelque chose qui va me choquer moi-même. C'est une des raisons pour laquelle je vous ai dit que je regrette tout ce que j'ai fait. J'ai eu la mauvaise idée de me dire « Et si je faisais les mêmes symboles que Latifa par terre? Le rond, le pentacle. Et le vieux livre? Quel était ce vieux livre ?» Avec 2 de mes amis, on décide d'aller fouiller un peu la maison de Latifa, voir ce qu'il y a dedans maintenant qu'elle n'est plus là. La porte est ouverte. On entre tout doucement et on trouve la maison en première vue vide. Les quelques affaires qu'elle avait avaient sûrement été prises par les voisins. Bon, les gars, apparemment les voisins sont passés avant nous. Il n'y a plus rien ici. Même le livre n'est pas là. La police l'a sûrement pris. En sortant, je vois une feuille pliée par terre devant la porte. Je ne l'avais pas remarquée en entrant. Ou alors elle n'était pas là. Je la déplie et il y est dessiné exactement les mêmes symboles. Le cercle, le pentacle, le tout entouré de lettres et de chiffres. Et tout ça écrit à l'encre rouge. Les gars, venez voir ce que j'ai trouvé. On va essayer de reproduire ça par terre. On a donc dessiné tout ça à la craie, et je me suis assis au centre du cercle. Il ne s'est rien passé du tout. J'ai donc dit à mes amis, « C'est bon, venez, on s'en va. Les résultats se feront sentir sûrement plus tard. » Puis j'ai replié la feuille et je l'ai mise dans ma poche. Mon seul but ici était que mes amis soient admiratifs et qu'ils pensent que j'allais devenir un grand sorcier. Mais si seulement j'avais su. Je rentre donc à la maison. Je salue mes parents et je vais me coucher. C'est à partir de là que mes rêves vont commencer. Je rêve que je dois faire, dire des choses, mais qu'il faut que je sois totalement seule pour ça. Ces talismans que je vois et que je dois dessiner sont tirés du livre Shams al-Ma'arif, le soleil des connaissances. Ce sont des rituels pour appeler un djinn très puissant et tueur qu'il est très difficile de dompter et qui peut vous rendre soit la vie merveilleuse et vous aider dans tout ce que vous entreprenez, soit vous la ruiner totalement. Je me dis que je dois tout essayer dans la maison de Latifa. C'est là-bas
que toutes les conditions sont réunies et que je serai totalement seule. Mais j'avais quand même peur. Je mets mes 2 amis dans la confidence et leur demande de m'accompagner. Mais on était tellement tous effrayés qu'on reportait à chaque fois, jusqu'au jour où on s'est enfin décidé. Je leur explique qu'ils doivent m'attendre en bas de l'immeuble pour que je sois seule dans l'appartement, mais qu'ils tendent l'oreille au cas où il m'arrive quelque chose. On est donc tous allés vers l'immeuble. Ils sont restés dehors, devant la fenêtre pour surveiller ou m'entendre si je hurle. Et moi, je suis montée et j'ai commencé à dessiner les symboles au sol, avec une matière dont je tairai le nom, car je sais que certains sont à l'affût de ce genre d'informations. Il y a un ordre précis pour les dessins, que je ne vous donnerai pas non plus pour les mêmes raisons. Ensuite, je me suis mis à prononcer des mots dont je ne connais absolument pas la signification. Au fur et à mesure, petit à petit, a commencé à apparaître une femme devant moi. J'ai hurlé, puis je me suis levée pour fuir, mais la porte s'est refermée sur moi. Puis c'est le trou noir. Je me réveille au son des cris de ma mère. « Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici ?» Mes amis me disent que ça fait 3 heures que je suis enfermée ici à hurler et qu'ils ont dû appeler mes parents pour forcer la porte car elle ne s'ouvrait pas. Mon père m'a tiré hors de chez Latifa pour me ramener chez moi. Pendant toute cette scène, je ne décrochais pas un mot. Je suis incapable de parler. Une fois à la maison, mon père me hurle dessus de colère et me tape. Puis c'est encore le trou noir. Je me réveillerai cette fois à l'hôpital. J'entends mes parents parler avec le médecin, de médicaments, d'analyse médicale, puis je perds connaissance à nouveau. Je me réveille encore au son de ma mère qui pleure en récitant du Coran à côté de moi. Puis une autre fois c'est mon père, celui que je croyais dur et sans cœur, qui pleure en priant que je me réveille. J'étais en fait dans le coma, un coma qui a duré 2 ans, pendant lequel j'entendais tantôt mes parents et mes proches venir me voir sans que je puisse leur répondre, tantôt des bruits horribles et inhumains retentir dans mes oreilles. Au bout de 2 ans, les médecins annoncent à ma mère que je suis réveillée. Pendant tout ce temps, j'étais conscient de tout, mais je ne pouvais pas les en informer. Face au miroir, je ne me reconnais pas du tout. Je ne suis plus le même. Quand je raconte à tout le monde ce qui m'est arrivé, personne ne me croit. Les médecins, eux, pensent que c'est totalement impossible, bien sûr. Mais je vous assure que ce que je vous ai raconté en détail est ce qui m'est réellement arrivé. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. C'est mon inconscience et surtout ma curiosité qui m'ont fait arriver là. Je vous écris mon histoire difficilement, du fait que je vois toujours ces choses rôder autour de moi. Je pense qu'elles ne me quitteront jamais. Qu'Allah me pardonne du tort que je me suis fait à moi-même, ainsi qu'à mes parents. J'espère que l'histoire d'Aymen vous aura plu, et vous aura surtout, si vous faites partie des curieux, dissuadé de vous approcher du monde de l'occulte.